Imaginez un instant devoir négocier pour la vie d'un otage. Pas de place pour l'erreur, hein. Le compromis est souvent impossible. Hmm. On pense tout de suite à des techniques hyper complexes, à des bras de fer psychologiques, mais si les outils les plus puissants dans ces situations extrêmes étaient aussi les plus efficaces pour négocier son salaire, le prix d'une voiture ou, même l'heure du coucher avec ses enfants. C'est la prémisse audacieuse et vraiment fascinante de ne couper jamais la poire en deux. Son auteur, Chris Voss, il faut bien comprendre que ce n'est pas un théoricien en chambre. Non, c'est un homme de terrain. Exactement. Il a été le principal négociateur international du FBI pour les prises d'otages. Ce qu'il partage, ce sont des techniques forgées sur le terrain où un mauvais accord, eh bien ça veut dire que quelqu'un meurt. C'est du vécu. Et c'est ce qu'on explore aujourd'hui. Ce livre, il bouscule complètement les idées reçues. L'idée centrale, et c'est un vrai changement de perspective, c'est que la négociation n'est pas une bataille de logique. Non. C'est une affaire d'émotion. Il nous dit d'oublier la recherche du oui à tout prix, l'objectif est tout autre et souvent contre-intuitif. On va voir comment des principes testés face à des terroristes peuvent transformer nos interactions de tous les jours. C'est ça. Pour bien saisir à quel point son approche est une rupture, il faut la comparer à ce qui était considéré comme la Bible du sujet, non ? Oui, pendant des décennies, l'école de pensée de Harvard, popularisée par le livre Getting to Yes, dominait absolument tout. L'idée, c'était ça. On sépare les gens du problème. On se concentre sur les intérêts. Et on cherche une solution rationnelle, un accord gagnant-gagnant. Exactement. C'était une approche très intellectuelle, très cérébrale. Elle partait du postulat que l'être humain est un acteur rationnel. C'est un monde de logique, de chiffres et d'acronymes comme BATNA ou ZOPA. Alors, juste pour être clair, BATNA et ZOPA, ça sort de cette école de Harvard. Ça correspond à quoi exactement? On sent que c'est plus du labo que du terrain. Ah, c'est tout à fait ça. BATNA, c'est l'acronyme pour Best Alternative to a Negotiated Agreement. En gros, c'est votre plan B si ça foire. D'accord, la solution de rechange. Voilà, et ZOPA, la Zone of Possible Agreement, c'est la fourchette par exemple de prix où un accord est possible. C'est très mécanique, très tableur Excel. Le problème, c'est que le FBI, après des échecs cuisants comme le siège de Waco, Avec David Koresh, oui, ils ont compris que face à des individus en crise, la rationalité pure, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas trouver de ZOPA avec quelqu'un qui se prend pour le messie. Chris Voss raconte d'ailleurs une anecdote très parlante là-dessus. Invité à un cours à Harvard, il se retrouve piégé dans un jeu de rôle, face au plus grand prof de négo. Oui, je vois de laquelle vous parlez. Le scénario est directo. On tient votre fils, Voss. Donnez-nous $1 million ou il mourra. Même en simulation, la tension est palpable. Et sa réponse, elle déstabilise complètement ses experts de la logique. Au lieu de contre-argumenter sur la somme, de proposer moins, il utilise une de ses techniques phares, la question calibrée. C'est-à-dire, Avec un ton très calme, presque déférent, il demande simplement « Comment suis-je censé faire ça ? Comment pourrais-je vous apporter $1 million alors que je ne sais même pas s'il est en vie ?» C'est fascinant. Il ne dit pas non, il ne s'oppose pas frontalement. non, surtout pas. Il déplace le problème sur eux. Il leur donne l'illusion du contrôle en leur demandant de résoudre son problème à lui. Et là, les kidnappeurs, ils s'épuisent à répondre et perdent le fil de leur stratégie. C'est l'essence même de sa méthode. Si la logique de Harvard est si facilement court-circuitée, c'est qu'elle s'adresse à la mauvaise partie du cerveau. Voss, lui, il vise pas l'intellect, il vise l'émotion. C'est ce qui nous amène au cœur de sa méthode, l'empathie tactique. Alors le mot empathie peut surprendre, dans ce contexte, on imagine mal un agent du FBI sympathiser avec un preneur d'otages. Et c'est une distinction cruciale. Ce n'est pas de la sympathie. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec l'autre ou de ressentir la même chose. Non, Il s'agit de comprendre sa perspective, de reconnaître ses émotions pour pouvoir les verbaliser. Voss dit que l'écoute, c'est un art martial. il s'appuie beaucoup sur les travaux de psychologues comme Daniel Kahneman qui a montré qu'on a deux systèmes de pensée. Le système 2, lent, logique, c'est celui que visait Harvard, Oui, et le système 1, rapide, instinctif, émotionnel. C'est ce que Voss appelle l'esprit animal, et c'est lui qui est aux commandes, surtout sous pression. L'approche du FBI, elle vise ce système 1. et pour l'influencer, Voss utilise des outils très concrets et étonnamment simples. Le premier, c'est l'étiquetage. L'étiquetage. Ça consiste à verbaliser l'émotion de l'autre, en commençant par des phrases comme « on dirait que »,« il semble que ». Par exemple, face à des fugitifs barricadés, au lieu de crier « sortez les mains en l'air », le négociateur dit calmement « on dirait que vous avez peur de retourner en prison ». Et l'effet psychologique de cette phrase, c'est quoi?
C'est contre-intuitif, mais le fait de nommer une émotion négative, ça la désamorce. L'autre se sent entendu, compris. La tension baisse d'un cran. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Le monstre de la peur, il devient tout de suite moins effrayant. D'accord. Un autre outil, qui paraît presque enfantin, c'est la mise en miroir. Répétez les 3 ou 4 derniers mots que l'interlocuteur vient de dire. Exactement. Si quelqu'un vous dit « Je suis vraiment en colère contre la façon dont ce projet a été géré », Je réponds juste « La façon dont ce projet a été géré ?» c'est ça, calmement, avec une intonation interrogative. Attendez, ça risque pas de paraître un peu bizarre, voire manipulateur. L'autre va pas se dire « Il se moque de moi » ou « C'est un perroquet ». C'est une crainte légitime. C'est la première réaction de tout le monde. Mais en fait, tout est dans le ton. Avec une intonation sincèrement curieuse, ce n'est pas perçu comme une moquerie. Ah oui, non, c'est perçu comme une invitation à préciser. Le cerveau de l'autre l'interprète comme « il veut vraiment comprendre ». Et ça pousse à développer, à reformuler, et souvent, à révéler des informations cruciales sans même s'en rendre compte. C'est fou. En vous écoutant, je repense à une négociation pour une voiture d'occasion. J'étais arrivé avec ma liste d'arguments sur les défauts. Les pneus à changer, une approche très getting to yes, très logique, et le vendeur n'a pas bougé d'un centime. Je me demande ce qui serait passé si j'avais juste dit « On dirait que vous tenez beaucoup à cette voiture et à ce prix ». Vous auriez probablement ouvert une conversation complètement différente. Peut-être qu'il vous aurait répondu « Ah !» et là vous comprenez que l'enjeu pour lui est émotionnel, pas seulement financier. Et ça, c'est une information capitale. Et on touche à un autre concept clé. Toutes ces techniques, l'étiquetage, le miroir, ce sont des outils pour déterrer ce qu'il appelle les signes noirs. Les signes noirs. C'est-à-dire les informations qui, si vous les découvrez, changent complètement la donne. D'accord, donc appliquons ça concrètement. Prenons l'exemple classique EPUC, la négociation salariale. J'arrive dans le bureau de mon manager et il ou elle me sort la phrase fatidique. « Désolé, les budgets sont gelés cette année. » La porte semble fermée. Parfait. Au lieu de baisser les bras, vous commencez par la mise en miroir. Vous répétez calmement « les budgets sont gelés cette année ?» Et je me tais, et vous vous taisez. Le silence est un outil puissant. Votre manager va se sentir obligé de combler le vide et va probablement dire « Oui, enfin, pour les augmentations standards, il y a peut-être une marge pour les primes de performance, et voilà, une porte s'en trouve. Intéressant. » Et ensuite, je peux enchaîner avec un étiquetage. Absolument. Vous pourriez dire « On dirait que la direction met beaucoup de pression pour contrôler les coûts en ce moment. » Vous montrez que vous comprenez sa contrainte. Et là, vous utilisez une question calibrée qui commence par « comment » ou « quoi ». Pas « est-ce que je peux avoir une prime ?» mais plutôt « comment pourrions-nous faire en sorte que mon rôle contribue encore plus aux objectifs de l'équipe cette année ?» Ah oui, c'est subtil. Je ne demande rien pour moi, je propose de l'aider à résoudre son problème. Je le transforme en partenaire. C'est exactement ça. Vous lui donnez l'impression que c'est lui qui trouve la solution. Et peut-être que le signe noir, ici, c'est qu'il y a un budget formation inutilisé qui peut être converti. Une info que vous n'auriez jamais eue avec une approche frontale. Une autre idée très forte du livre, c'est de réhabiliter le mot « non ». On est tous conditionnés à chercher le « oui », à voir le « non » comme un échec. Voss dit que c'est une erreur. Oui. Pour lui, un non est souvent le début de la vraie négociation, pas sa fin. Dire non ou permettre à l'autre de le dire, ça crée un sentiment de sécurité, de contrôle. Quand quelqu'un peut dire non, il se sent moins piégé et devient plus ouvert. Donc, il faut parfois poser des questions qui amènent un non. Oui. Pour désamorcer. Par exemple, est-ce que vous avez abandonné ce projet ? La réponse « non ». Bien sûr que non, est une façon pour l'autre de réaffirmer son engagement. Un oui forcé, ça ne vaut rien. Alors si le but n'est pas le oui, quel est le Graal de la conversation selon Voss ? Le Graal, ce sont 2 mots magiques. C'est ça ou c'est vrai ? C'est ça. Pour y arriver, on utilise une technique de résumé. Après avoir écouté, étiqueté, mis en miroir, on reformule sa vision du monde avec nos propres mots. Le but, c'est qu'il ou elle vous regarde et dise « c'est exactement ça ». À ce moment-là, un lien de confiance profond est créé. Et c'est là que l'influence devient possible. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment un changement complet de paradigme. La négociation, ce n'est plus un champ de bataille. C'est un processus de découverte. Oui. Il ne s'agit pas d'arracher des concessions, mais de créer une connexion pour amener l'autre à trouver la solution que, secrètement, on souhaite. C'est une approche qui demande une préparation différente. Il ne s'agit pas de construire un argumentaire rigide, mais de préparer son esprit à être flexible, à écouter intensément, et à se poser des questions, des hypothèses sur ce que l'autre pourrait vouloir. Rester curieux, en somme, voilà. Se dire,
Qu'est-ce que je ne sais pas ici? Quels sont les signes noirs potentiels? La préparation, c'est se préparer à être surpris. Finalement, ce livre s'adresse à toute personne qui veut améliorer ses relations humaines, pas seulement à ceux qui veulent gagner une négociation. Car obtenir ce que l'on veut, tout en donnant à l'autre l'impression d'avoir été compris et respecté, C'est l'essence même d'une communication réussie. que ce soit avec son patron, son conjoint ou ses enfants. Absolument. Il ne s'agit pas de manipuler, mais d'influencer en comprenant réellement l'autre. Et ça nous laisse avec une pensée à méditer. Dans notre prochaine conversation importante, au lieu de préparer ce qu'on va dire, si on se préparait plutôt à ce qu'on va écouter.